Bonjour, bienvenue au cours de conception mécanique pour maintenance industrielle. Cette semaine, nous allons parler au chapitre 4 des fonctions intermédiaires en 3D. Je vais vous faire une version résumée de ce qu'on a dans les notes de cours pour le chapitre 4, parce qu'il y a des fonctions qui sont un peu moins pratiques pour nous, pour les exercices qu'on aura à faire. Ensuite, au chapitre 5, qu'on va faire aussi dans la même présentation aujourd'hui, on va commencer à parler des mises en plan. Donc, on va faire des fonctions de base pour les mises en plan. Plus en détail, ce qu'on va voir aujourd'hui au chapitre 4, on va voir la fonction de base bossage avec révolution. On va regarder les outils de mesure. On va faire des symétries 3D. Ensuite, au chapitre 5, on va parler de la création des mises en plan. On va voir comment insérer et ajuster les vues. On va rajouter des lignes d'axe, faire de la cotation et finalement ajuster le cartouche, rentrer l'information nécessaire dans le cartouche. Alors, nous commençons la théorie au chapitre 4, les fonctions intermédiaires en 3D. La première fonction, ce sera le bossage et base avec révolution. En fait, ce type de fonction-là représente une pièce qu'on voudrait fabriquer sur le tour. Donc, avec l'expérience que vous avez sur les machines-outils, donc le tournage des pièces, euh, la fonction dans SolidWorks est vraiment conçue pour représenter quelqu'un qui voudrait usiner une pièce avec un tour. Donc, la façon de fonctionner dans SolidWorks, on va avoir besoin premièrement de créer une esquisse sur un des plans. Euh, et les règles à suivre pour réaliser cette fonction-là, il y a comme trois règles importantes. Premièrement, ça va nous prendre un profil qui est fermé. Deuxièmement, ça va nous prendre une ligne d'axe qui va servir d'axe de révolution. Et il faudra faire attention pour ne pas croiser les deux. Donc, il ne faut pas que l'axe croise à l'intérieur du plan, du profil fermé que l'on aura tracé. Donc, je vous démontre ça à l'instant. Donc, on va se tracer une figure. Puis ici, je peux déjà inclure dans ma figure certaines géométries, comme des rainures, des chanfreins. Je peux changer de diamètre, etc. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans ma pièce, je vais dessiner uniquement la moitié de mon contour. OK? Donc, ce serait mon profil fermé. Deuxièmement, je vais devoir tracer ma ligne d'axe. Donc, pour ça, je vais prendre la ligne de construction. Je peux faire la lettre K au clavier. Et la ligne de construction, je vais la dépasser comme ça de chaque côté. Pourquoi? Parce que ça va faciliter la sélection si jamais j'ai besoin de sélectionner la ligne d'axe. On va le voir dans un instant pourquoi on aurait besoin de faire ça. Donc, la raison principale, en fait, c'est que la dernière étape de mon travail d'esquisse, c'est de mettre des dimensions sur tout ça. Donc, je vais placer des dimensions rapidement, puis ici, l'objectif serait de venir rendre l'esquisse complètement noire, donc la contraindre complètement. Je ne le ferai pas au complet pour la démonstration, mais vous comprenez le principe. Dans toutes les esquisses qu'on fait pour les fonctions 3D, on doit absolument contraindre au complet en noir toutes nos esquisses. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai tracé une mesure pour venir indiquer un diamètre. Le problème que je vais avoir avec ça, c'est que présentement, je cote seulement que la moitié de ma pièce, parce que la fonction de révolution va faire l'autre moitié. Donc, ça se trouve être un rayon ici que j'ai. Cependant, dans vos exercices, on va toujours vous donner un diamètre. Donc, comment on va faire pour coter un diamètre directement dans cette fonction-là sans avoir à changer ou faire des calculs avec notre calculatrice? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la ligne d'axe. Vous voyez ici, je vais me déplacer jusqu'à ma ligne d'axe, ma ligne de symétrie. Comme. Non, bougez pas, ça n'a pas fonctionné. On va recommencer ça. Donc, je fais un clic sur ma surface. Ensuite, je sélectionne ma ligne d'axe. Et ensuite, je vais me déplacer. Voyez-vous, quand je suis de ce côté-là, je suis en mode rayon. Puis quand je suis de ce côté-là, je vais tomber en mode diamètre. C'est comme s'il me faisait x2 automatiquement pour tomber en mode de diamètre. Et ensuite, je vais me déplacer, puis je vais venir positionner ma mesure. Donc, supposons 2,125. Et puis, lorsqu'on fera une mise en plan de cette pièce-là, automatiquement, SolidWorks va savoir que ça, c'est un diamètre et il va me rajouter le symbole diamètre qui va avec.
Donc, je vais y aller rapidement pour les autres. Donc, vous voyez, tout de suite, je suis déjà en mode diamètre. Donc, je n'ai pas besoin de recliquer sur la ligne d'axe. Pour les cotes suivantes, je suis déjà bien positionné. Donc, j'ai juste à confirmer les diamètres, comme ceci. Et là, il me resterait à dimensionner les largeurs de ma pièce, etc. Donc, rendre tout ça noir. Donc, je pourrais confirmer l'esquisse puis faire la fonction 3D après, mais ça ne donne rien de plus. Donc, moi, je vous suggère de passer tout de suite au mode des fonctions. Et cette fois-là, plutôt que de faire un bossage extrudé, je vais faire un bossage avec révolution. Donc ça veut dire que je vais faire tourner ce profil-là sur mon axe. Donc, comme j'ai dessiné l'axe de révolution dans mon esquisse, eh bien, la fonction va se faire dans un seul clic. Donc, j'ai tout simplement qu'à cliquer la fonction de révolution. Et déjà, par défaut, mes paramètres sont bien réglés. Donc, j'ai une rotation de 360 degrés qui va se faire. Et puis, la ligne de révolution, l'axe de révolution, c'est sélectionné automatiquement. Si vous aviez plusieurs lignes d'axe, ça pourrait arriver que dans un profil, on ait plusieurs lignes d'axe, bien à ce moment-là, il faudra la sélectionner dans la case qui est ici. Donc, on a un aperçu en jaune de ma fonction de révolution et je peux confirmer avec le OK. Et voilà ma pièce, exactement comme si je l'avais usinée sur un tour. Donc, ça peut vous permettre, pour des pièces de révolution, là, justement, des pièces tournées, de sauver un peu de temps, puis de vous donner une géométrie qui est, qui est plus, je dirais, qui est plus directement réalisée avec une seule esquisse. Maintenant, deuxième fonction qu'on voit aujourd'hui. On va sauter dans le chapitre 4, là, on va sauter plusieurs fonctions, là, donc le balayage, le lissage. Nous, on ne travaillera pas avec ça pour tout de suite. Prochaine fonction, c'est la fonction de mesure. Puis là, on s'en est peut-être déjà servi dans le cours. La fonction de mesure, c'est très facile à utiliser. Donc là, présentement, je suis en mode IPS. Ici, dans le bas, on le voit. Ça veut dire que je travaille en pouces. Pouces, livres, secondes. Donc, on a juste à taper la lettre M au clavier. OK. Si je tape la lettre M, j'ai l'outil de mesure qui apparaît. La deuxième façon d'aller chercher, c'est dans l'onglet Évaluer. Et ici, vous allez avoir le ruban à mesurer. OK? Donc, ça, c'est l'autre façon d'accéder à la fonction. Donc, cette fonction-là va pouvoir vous aider à mesurer des choses. Donc, pourquoi on aurait besoin de mesurer des trucs dans SolidWorks? Eh bien, c'est lorsqu'on veut faire soit des modifications, on veut faire une vérification. Donc, on va s'assurer d'avoir les bonnes dimensions sur notre pièce. On peut aussi vouloir mesurer dans d'autres unités. Donc, si par exemple, moi je travaille en pouces, mais je vais avoir une mesure en millimètres, donc plutôt qu'être calculé avec ma calculatrice, je peux faire venir l'outil de mesure et je vais vous montrer dans un instant comment changer les réglages pour travailler en millimètres. Donc là, ici, vous voyez la façon que j'ai travaillé pour l'instant. Donc, le premier type de mesure qu'on peut prendre, c'est tout simplement de sélectionner deux surfaces et il va me donner la distance entre les deux. Okay? Il appelle ça la distance normale. Donc, on l'a ici dans notre résumé de mesure. Donc, ça mesure 2,207 en pouces. Donc, ça, c'est la distance normale, donc la distance perpendiculaire entre deux surfaces. Maintenant, autre type de mesure. Donc là, on peut prendre plein de combinaisons. Si je fais, par exemple, un cylindre comme ça, là, les mesures qu'il va prendre vont changer légèrement. Donc, au lieu de mesurer la distance normale, ici, je vais avoir la surface, le périmètre, le diamètre. Donc, c'est trois mesures qui vont être importantes ici lorsque j'ai un cylindre qui est sélectionné. Si on sélectionne un arête circulaire, à ce moment-là, je vais seulement qu'avoir la longueur de l'arc, le diamètre, c'est-à-dire le périmètre, là, qui est la mesure de longueur, et le diamètre. Maintenant, je peux mesurer des points, je peux mesurer des arêtes, etc. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut mesurer. Sur ma pièce ici, je n'ai pas beaucoup d'arêtes droites, là, mais vous comprenez un peu le principe. Donc, je peux avoir vraiment beaucoup de types de mesures. Donc, je vais prendre une autre pièce juste pour vous montrer. Donc, si je vais dans mes fenêtres ici, je vais aller chercher une autre pièce qui est un peu plus significative pour prendre des mesures. Donc, ça, c'est la butée mobile.
c'est une pièce que je vais vous déposer en partage là, si vous ne l'avez pas déjà. Donc, cette pièce-là, je vais mesurer, souvent ce qu'on aura à mesurer en mécanique, c'est des distances entre des trous. Comme par exemple, ce trou-là, par rapport à celui-là ici, dans mon outil de mesure, donc on le voit ici, j'ai sélectionné mes deux cylindres. Donc, quelle va être la mesure qui va me donner? Par défaut, c'est la mesure anthrax. Donc, on le voit la ligne bleue ici. C'est ma mesure d'anthrax qui est 2 pouces. Maintenant, il y a plusieurs façons de mesurer deux trous. Donc, je peux prendre la distance d'un centre à l'autre, mais je pourrais aussi avoir besoin de prendre, si je m'en vais dans les options ici, la distance minimum, qui serait à ce moment-là 1,25. Je peux aussi avoir la distance maximum, comme ceci, qui serait 2,75. Ou je pourrais avoir une distance personnalisée. Donc là, à ce moment-là, je vais choisir, supposons, du centre du premier trou, aller jusqu'au maximum de l'autre trou ou jusqu'au minimum de l'autre trou. OK? Donc, c'est plusieurs façons de mesurer des perçages. Maintenant, je vous avais dit, c'est possible de mesurer en millimètres sans avoir à faire de conversion. Bien, vous avez ici un bouton qui s'appelle Unité et précision, dans lequel je peux spécifier des réglages personnalisés, où je viendrai choisir, par exemple, des mesures en millimètres. Si je confirme, donc là, ici, dans la boîte de mesure, je vais avoir mes mesures en millimètres. Donc, mon delta Z ici serait à 50,8, ce qui correspond à 2 pouces en système impérial. D'autres exemples que je pourrais vous donner, c'est par exemple un point qui serait mesuré en diagonale avec un autre point. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir des lignes de couleur qui apparaissent. Et ça, c'est pour identifier dans toutes les directions. Puis moi, j'aime bien travailler à l'écran pour bien voir qu'est-ce qui est représenté. Donc là, j'ai la distance en noir. Ici, c'est la distance en ligne droite d'un point à l'autre. Le bleu, c'est la distance en Z, le vert en Y et le rouge en X. Donc là, ça nous donne vraiment une position en X, Y, Z ou une distance relative d'un point à l'autre en X, Y, Z et la distance en ligne droite. Donc là, je pourrais continuer et vous donner encore des dizaines et des dizaines d'exemples. Mais sachez qu'avec l'outil de mesure, les mesures qu'ils nous donnent vont s'adapter à ce qu'on a de besoin, à ce qu'on a sélectionné finalement. Par exemple, si je sélectionne la surface qui est ici, là, il ne peut pas me donner une distance, mais il va me donner la superficie en millimètres carrés ici. Il va aussi me calculer le périmètre de la surface. Donc, tous les contours, combien ça mesure de long. Et ça pourrait vous servir, par exemple, si vous voulez savoir c'est quoi la surface d'une pièce pour être capable ensuite de calculer la quantité de peinture que vous avez besoin sur la surface ou combien ça va coûter pour faire un certain type de revêtement, ou, etc. On peut aussi calculer des longueurs de soudure. Si j'ai besoin de calculer cette longueur-là ici, 75 mm, si j'additionne d'autres lignes avec, il va additionner la longueur totale, etc. Donc, j'ai une longueur totale de 91 mm. Donc, je n'ai pas besoin de sortir ma calculatrice puis faire des calculs. Tout se fait de façon graphique et très facile. OK. Je vais vous donner un autre exemple. Bougez pas. Je vais juste retrouver la portion où est-ce qu'on est rendu. OK. Donc, on va travailler sur la fonction de symétrie maintenant. Donc, pour ça, je devrais partir une nouvelle figure. Donc, je vais aller dans Nouveau. On va se partir une pièce en pouces. Et pour ma démonstration, je vais vous tracer une figure très simple et on va faire des tests avec cette figure-là. Donc, on va se faire un rectangle. La dimension ici est plus ou moins importante. Et on va se faire une extrusion sur ce rectangle-là, comme ceci. Et puis là, sur mon rectangle, je vais vous donner un truc. Donc, première chose, c'est qu'on va faire un enlèvement de matière sur la surface. Puis là, je vais enlever une rainure. Donc, imaginez que j'enlève de la matière sur cette extrémité-là. Tiens, puis je vais vous donner un truc intéressant. Donc, supposons que je fais un rectangle comme ça. Vous ne serez pas obligé d'utiliser ça, là, mais ça pourrait être une technique intéressante. Une fois que j'ai fait mon rectangle ici, en esquisse, regardez bien ce que je vais faire.
Je m'en viens sélectionner mon esquisse. Et là, vous voyez que j'ai une flèche orange qui est apparue. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé des choses avec cette flèche-là, mais très, très facile. Je prends la flèche comme ceci. Quand elle devient bleue, je tiens mon bouton et je me déplace avec. Voyez-vous, en faisant ça, j'ajoute de la matière, soit d'un côté, soit de l'autre. Comme ceci. Autre exemple que je peux vous donner, je vais faire un autre esquisse. Cette fois-là, je vais faire juste un trou percé. Je confirme. Je désélectionne mon esquisse, c'est important. Et quand je la resélectionne, je vais avoir ma petite flèche orange qui apparaît. Là, je vais pouvoir rajouter de la matière ou enlever de la matière. OK? Donc, c'est une façon de faire une extrusion simple. C'est sûr que là, je n'ai aucune option. Là. Je ne peux pas dire à travers tout ou spécifier une distance précise. Donc, tout ça va se faire de façon intuitive, de façon graphique. Donc, c'est pour ça que c'est juste un petit truc que je vous donne. Ce n'est pas nécessairement une fonction qu'on va utiliser assez souvent. Mais lorsque vous avez une géométrie très simple, des fois, ça peut être facile d'utiliser ça. On appelle ça le Instant 3D. Donc, c'est la fonction qui est ici. C'est un paramètre qu'on peut activer ou désactiver au besoin. Donc, ce serait peut-être intéressant dans certaines situations. Maintenant, ce que je veux vous montrer avec ça, moi, je veux faire des symétries. Donc, la portion que j'ai dessinée du côté droit, je veux la symétriser sur ma pièce du côté gauche. Comment je vais faire ça? Bien, premièrement, ça va me prendre un plan de symétrie. OK? Étant donné que je n'ai pas dessiné mon premier bloc symétrique par rapport à mes plans de face, dessus ou droite, eh bien, je dois créer un nouveau plan qui va être le plan de symétrie. Donc, je vais aller dans Géométrie de référence et je vais me créer un plan. La façon de faire ici, ça va être de sélectionner les deux côtés de la pièce que je veux symétriser. Donc là, dans ce cas-là, j'ai sélectionné les deux côtés de mon bloc et ça m'a créé un plan qui est parfaitement centré au milieu. Une fois que j'ai mon plan, donc là, c'est important que le plan reste sélectionné. Donc, vous voyez que le plan est en bleu ici, il est déjà sélectionné. Je vais aller sur ma fonction 3D de symétrie. Et puis là, ça va être très simple. Si c'est des fonctions que je veux symétriser, donc là, moi, j'ai fait deux fonctions ici. J'ai fait le trou percé et j'ai fait le bloc. Donc, je vais sélectionner le bloc pour commencer. Si je fais juste sélectionner le bloc, eh bien, je vais avoir un bloc qui n'est pas percé ici. Pourquoi? Parce que la fonction de perçage n'a pas été choisie dans ma fonction de symétrie, ce qui fait que le trou n'a pas été transféré de ce côté-là. C'est pas grave, je peux revenir en arrière. Donc, je fais symétrie ici, éditer la fonction, et je vais aller resélectionner, si on peut dire additionner à ma sélection, le trou percé. Et voilà, donc j'ai réussi à faire une symétrie parfaite de ma pièce. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que si jamais je modifie la forme, supposons je m'en viens ici, éditer mon esquisse, si je modifie la forme de ma fonction, eh bien, automatiquement, l'autre côté aussi va se transformer, va s'ajuster, si on peut dire, à la symétrie. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple. Si je veux faire une copie complète de cette portion de pièce-là, je veux en copier de façon symétrique une autre moitié ici. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans mes plans. Bon, j'ai le plan de face ici. Non, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un plan qui est distancé pour mon bloc. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que ma pièce, le résultat va être complètement séparé dans l'espace. Donc là, on va choisir encore une fois Géométrie, Plan. Cette fois-là, je vais choisir le côté de la pièce et je vais distancer de environ 2 pouces. Okay, donc, ce plan de travail-là que je viens de créer va me servir à faire une symétrie de toute ma pièce. Là, c'est important de le voir parce que il y a certaines différences qu'il faut faire dans les options. Donc, si je m'en vais dans Symétrie, mon plan était déjà sélectionné.
Je fais ici fonction à symétriser juste pour vous montrer ce que ça fait. Là, je viens sélectionner mes fonctions. Si je fais OK là-dessus, vous voyez que ça n'a pas fonctionné. Okay? Il est arrivé un problème. L'affaire, c'est que je ne peux pas transférer des fonctions dans le vide. Okay? SolidWorks ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce qu'on doit faire, je vais tout simplement supprimer cette fonction-là, on va la refaire comme il faut. Donc, symétrie, je choisis mon plan 2 comme étant mon plan de symétrie. Et cette fois-là, plutôt que de choisir fonction à symétriser, je vais aller dans la portion corps à symétriser. Donc, qu'est-ce qu'un corps comparativement à une fonction? Bien, un corps, ça se trouve être un bloc de matière 3D dans l'espace, peu importe sa forme. Lorsque j'ai quelque chose dans l'espace qui est séparé du reste des autres corps de ma pièce, à ce moment-là, c'est un corps séparé. Ici, je dois choisir l'option corps. Donc, en prenant corps à symétriser, quand je clique sur ma pièce, il va choisir l'intégralité de la pièce. Tout ce qui est fusionné ensemble, finalement, va être copié de l'autre côté, comme ceci. Vous voyez qu'il m'apparaît encore une erreur. Là, ce qu'il me dit, c'est qu'il n'a pas pu joindre le corps qui a été créé avec la pièce. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est parce que j'ai un clic ici dans les options qui s'appelle « Fusionner les pièces volumiques ». Donc, vous comprenez que c'est impossible pour SolidWorks de fusionner ces deux pièces-là parce que je lui demande de les faire séparer dans l'espace. Donc, nous, il faut tout simplement désactiver l'option « Fusionner les pièces ». Et à ce moment-là, lorsque je vais confirmer avec OK, et voilà, mon corps a été symétrisé dans l'espace. Donc, ça peut arriver qu'on ait à faire ça, surtout lorsqu'on construit des structures à partir de profilés comme des tubes, des fer-angles, etc. On va devoir créer des tubes séparés dans l'espace. Donc, souvent, on aura à faire des symétries parce que nos structures vont être symétriques. Et puis, on ne va pas dessiner deux fois la même chose, donc on fait une symétrie. Puis à ce moment-là, il faudrait utiliser la symétrie 3D des corps et non pas des fonctions. Fait que vous allez retenir ça, deux choses différentes. Symétrie des fonctions dans une même pièce permet de passer d'une fonction, la fonction d'un côté à l'autre, supposons comme les trous percés ici. Et la symétrie des corps, qui est la deuxième option qu'on a vue, qui permet de copier complètement une pièce et de la symétriser séparément dans l'espace. Donc, ça complète les fonctions pour le chapitre 4. Donc, on est passé rapidement là-dessus. Il n'y a pas d'exercice pour l'instant. Je vais vous les expliquer à la fin du chapitre. Maintenant, deuxième partie du cours, au chapitre 5, on va parler des mises en plan de base. Donc, le but de ce chapitre, c'est de vous montrer comment tracer des dessins 2D à partir des pièces 3D qu'on a modélisées dans le logiciel SolidWorks. Donc, premier point de départ, vous allez devoir partir d'une pièce 3D existante. Donc, vous devez créer la pièce 3D et ensuite, on va pouvoir faire la mise en plan de cette pièce-là. On ne peut pas dessiner directement des pièces 2D dans SolidWorks. Dans le fond, on pourrait, mais ce serait un peu comme travailler avec AutoCAD, donc il n'y aurait pas d'avantage de travailler en 3D dans SolidWorks. Donc, première chose, on commence le travail de mise en plan à partir de notre pièce 3D. Donc, première étape, ça va être de transférer cette pièce-là dans une mise en plan. Donc, la mise en plan, c'est la feuille de dessin 2 dimensions qu'on va utiliser. Au département de génie mécanique, maintenance industrielle, on travaille avec des formats standards. Donc, tous les étudiants, les professeurs travaillent avec les mêmes formats de feuilles standards. C'est pour ça que dans l'installation de SolidWorks, lorsque je fais créer une mise en plan à partir de la pièce, ça c'est la première fonction que je vais choisir, le logiciel va m'offrir des formats standards de feuilles. Donc, si je travaille en pouces, ça va être écrit pouces. J'ai 3 formats en pouces, 3 formats en métrique, en millimètres. Donc, j'ai le format A, qui est un format 8,5 par 11. J'ai le format B, qui est un format 11 par 17. Et le format D, qui est un format beaucoup plus grand, à 22 par 34. En métrique, c'est l'équivalent, mais je ne connais pas par cœur les dimensions en millimètres. Donc, pour notre démonstration,
on va choisir un format B en pouces. Je confirme. Et voici la feuille de travail. Maintenant, la façon de fonctionner dans SolidWorks, ce qui est intéressant, c'est qu'il va m'offrir du côté gauche la palette des vues. La palette des vues, finalement, c'est un choix de vues que je peux décider de prendre pour travailler sur créer mes premières vues sur la feuille, finalement. Donc, je pourrais partir avec une vue de face, une vue de dessus, une vue de droite, etc. Donc, j'ai plusieurs choix de vues comme ça que je peux prendre. Je peux aussi prendre des vues isométriques, des vues comme un peu obliques, là, en diagonale, et la vue en cours. Donc, la vue en cours, c'est la vue que j'avais dans ma fonction, dans ma pièce 3D avant de passer au mode de mise en place. Donc, pour ma démonstration, moi, je vais y aller avec la vue de dessus, comme ceci. Et je peux tracer tout de suite en me déplaçant avec la souris, je peux tracer ma vue de profil et ma vue de dessus, comme ceci. Donc, je confirme la fonction avec le crochet vert. Moi, je fais bouton droit, mais vous auriez pu venir dans la section ici, choisir crochet vert pour dire « OK, j'ai choisi toutes mes vues que je veux faire. Pour l'instant, ça va être ça. » Donc ça, je vais rapetisser un peu cette fenêtre-là ici, juste pour me faire de la place un peu pour travailler. Et là, on voit que j'ai un format standard avec le logo du Cégep de Trois-Rivières, etc. et les informations que je vais devoir rentrer tout à l'heure. Ça, je vais vous montrer comment le faire. Avant de commencer le travail sur ma mise en plan, première chose que je vais regarder, c'est est-ce que mon échelle a du bon sens? Est-ce que l'orientation de mes pièces est correcte? Donc, si vous connaissez un peu la pièce de butée mobile, cette pièce-là, normalement, c'est une pièce d'étau, est orientée de façon différente. Donc, comment je vais faire pour réorienter une vue? Bien, je vais tout simplement m'en aller vis-à-vis le bord de la vue. Et lorsque je vais avoir un petit pointillé orange qui va apparaître, je vais faire un bouton droit. À ce moment-là, je vais pouvoir faire une rotation de ma vue. Donc, je vais aller dans mon menu du bouton droit ici, je vais choisir l'option Zoomer, translater, faire pivoter. Et dans le second menu, je vais faire rotation de la vue. Donc là, vous voyez que mon icône, c'est devenu une flèche qui tourne. Lorsque j'ai cette flèche-là, c'est super facile. Je peux sélectionner la vue et entamer une rotation avec ma souris. Là, je ne lâche pas mon bouton gauche. Là, je le tiens, et je tourne jusqu'à temps que j'ai la bonne orientation, comme ceci. Dans ma petite fenêtre, j'arrive à moins 90 degrés, ce qui est une valeur normale. Donc, c'est un beau chiffron pour faire la rotation. Si vous arrivez à 91,2, c'est parce qu'il y a un problème. Donc, il faut que ce soit un chiffre habituellement 90, 180, 270 degrés ou 0 degré. Donc, je vais appliquer cette rotation-là. Je fais oui. Ça veut dire que, dans le fond, il m'a dit fais attention, tu as tourné les autres vues aussi en même temps. Oui, c'est ça que je veux. Donc, je fais appliquer et fermer. Et ensuite, je vais regarder sur ma feuille, est-ce que j'ai de la place? Est-ce que je suis trop serré pour les vues? Est-ce que mes vues sont trop grosses ou trop petites? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les options ici et on va aller modifier l'échelle de mes vues. Parce que moi, je les trouve un peu petites. Okay? Donc, si j'ai à faire des mesures sur ces pièces-là, mettre des cotes, ça va être plus difficile parce que la pièce est un peu petite. Donc, je vais la grossir, utiliser le maximum de ma feuille. Donc, dans les options ici, vous allez avoir, si je me déplace avec la flèche ici, vous allez pouvoir utiliser une échelle personnalisée. Donc là, dans la liste déroulante, vous allez pouvoir grossir les vues un peu. Donc là, je vais essayer de la 2 pour 1, voir ce que ça fait. Ouh, c'est un peu trop gros. OK? Donc, ça va prendre beaucoup d'espace sur ma feuille. Si j'ai à rajouter d'autres informations, etc., ça va être un peu serré. Je vais essayer un entre-deux, l'échelle 3-2. Ça aurait du bon sens. OK? Donc là, j'aurai une pièce qui est quand même pas trop grosse. Et puis, éventuellement, si je veux changer l'échelle, puis mettre un chiffre vraiment là, ajusté là, comme je voudrais, il faut choisir l'option définie par l'utilisateur. Cette option-là va me permettre de rentrer un chiffre qui n'est pas nécessairement un chiffre rond. Là. Donc ici, j'avais comme ratio, si vous le voyez dans la petite barre en dessous, j'avais un ratio de 1,5 pour 1. Mais je pourrais mettre par exemple du 1,7 pour 1.
OK? Donc, je pourrais vraiment aller choisir la bonne échelle exacte pour que ma feuille soit juste bien, mes vues soient bien équilibrées sur ma feuille. Fait que je confirme ça. Ensuite, deuxième chose qu'on va faire là-dessus, qui serait très importante, c'est rajouter les lignes d'axe sur mes différentes vues. Donc ça, les lignes d'axe, habituellement, c'est important de les mettre à chaque fois qu'il y a des perçages. Puis ça va m'aider pour faire la cotation par la suite pour mettre les dimensions sur la pièce. Donc vous avez une fonction qui s'appelle ligne de construction. Le nom est un peu bizarre parce qu'en fait, c'est les lignes d'axe de ma pièce que je vais rajouter. Donc je clique sur cette fonction-là. Vous allez voir, c'est très automatique. Donc j'ai juste à faire sélectionner la vue ici. Donc je vais faire le clic sur sélectionner la vue et je vais aller choisir mes vues. À chaque fois que je clique sur une vue, le logiciel va retrouver toutes les lignes d'axe que je dois mettre sur cette vue-là. Ici, il n'y en a pas d'autres. Donc, j'avais déjà des lignes d'axe dans un sens. Sur cette vue-là, il vient me les rajouter. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça, le travail de ligne d'axe sur mes pièces. Mais il ne faut pas oublier de le faire. Donc, prenez-vous une petite note. À chaque fois que vous commencez une mise en plan, on va placer les vues, on va les tourner comme on veut, on va ajuster les échelles, et la chose à faire suivante, c'est rajouter les lignes d'axe. Okay? On doit faire ça avant de faire les mesures sur la pièce. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on va se greffer sur les lignes d'axe pour placer les dimensions. OK. Donc, on serait rendu à justement faire les dimensions. Maintenant, il y a deux techniques différentes pour faire les dimensions sur une pièce. Moi, je vais vous montrer une première technique pour commencer, puis en démonstration, je pourrais vous faire une autre façon de faire, mais pour l'instant, on va travailler avec la méthode la plus simple. Donc, on va utiliser la fonction cote intelligente encore une fois. On l'avait utilisée lorsqu'on faisait des esquisses. Maintenant, on va utiliser la même fonction pour faire les mises en plan. On peut faire I au clavier aussi, qui est notre abréviation. Donc, je fais I. Et là, je vais être capable de placer les dimensions sur ma pièce. Donc là, pour l'instant, je vais vous donner les mesures de diamètre. On va faire ça à la fin. Donc, supposons que je veux juste placer la distance à aller jusqu'au bord, comme ceci. La distance entre deux trous. Donc, je vais sélectionner les deux trous, etc. Donc, je m'en vais comme ça. Donc, le logiciel retrouve la mesure. Je n'ai pas à lui écrire que c'est du 0,75. Le logiciel, il sait la dimension. Il connaît la pièce. Il est capable de retrouver toutes les dimensions. Autre chose aussi qu'on peut faire, c'est coter des diamètres, comme ceci. Puis là, vous remarquez que mes mesures, je les mets à une certaine distance de ma pièce. OK? Donc, on va le refaire ensemble. Donc, si vous l'essayez aussi en même temps, si je clique un cercle et une arête, il va me donner une dimension. Puis là, vous voyez que j'ai comme une petite demi-lune qui apparaît ici. Et quand je suis d'un côté jaune, il va me donner un aperçu comme s'il envoyait ma pièce du côté gauche. Puis si je me mets du côté droit, c'est comme s'il envoyait la pièce du côté droit. Si je confirme ça, il va me placer ma mesure exactement à la bonne distance de ma pièce. Cette distance-là, ici, c'est une distance qui est précise, qui doit être respectée selon les normes de dessin. Par défaut, le logiciel est réglé à 10 mm, à peu près 3/8 de pouce. Je vous en fais un autre et je vous montre une autre façon de faire. Si je pars de cette arête-là, je m'en viens jusqu'à un trou percé. Et là, je n'utilise pas les deux demi-cercles. Je vais y aller manuellement. Donc, si je me déplace avec ma mesure, je me déplace, je me déplace. Oups, là, vous voyez que rendu ici, là, la mesure a fait comme s'enclencher à la bonne position. OK, ça se fait automatiquement. Maintenant, si je veux, supposons, faire une cote plus globale qui va partir de ce trou-là jusqu'au-dessus de la pièce, et cette fois-là, je vais y aller manuellement. Si je me déplace, j'enclenche dans cette zone-là, mais là, j'ai déjà des mesures ici, donc je ne peux pas la placer à 10 mm, je dois la mettre plus loin. Fait que je me déplace encore, je me déplace encore, et hop, ça vient d'enclencher comme dans un autre endroit, qui cette fois-là va être à 6 mm de la dernière cote, comme ceci. Si je mets maintenant la mesure totale de ma pièce, par les petites demi-lunes jaunes, ça fonctionne bien aussi. Si je me déplace manuellement,
comme ceci. Oups, je viens d'enclencher dans une autre zone de 6 mm. OK? Donc, ce qu'il faut retenir finalement, c'est que le logiciel veut nous donner les bonnes références. On veut que ça aille bien pour travailler. Donc, la première zone qui est ici va être à 10 mm et les suivantes vont être à 6 mm. Puis là, on va essayer de respecter ça le plus possible. C'est bien évident que si vous avez deux chiffres qui arrivent comme ça et qui viennent se chevaucher l'un sur l'autre, mais ça va être possible de reculer un peu plus la dimension pour se faire un espace pour pouvoir travailler. Mais habituellement, on est capable de les emboîter assez bien. Pour des pièces plus complexes ou des grandes mesures en millimètres, ça pourrait arriver qu'on ait à distancer un peu plus les cotes. Mais ça, c'est vraiment le minimum. C'est-à-dire que je ne peux pas me rapprocher plus proche que 10 mm de ma pièce et les mesures suivantes ne peuvent pas être plus proches que 6 mm. OK, donc ça, c'est pour la cotation. Maintenant, le truc, puis ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va aller dans nos exercices et je vais regarder c'est quoi les dimensions que je dois respecter. Bon, là, je vais prendre une mesure, par exemple, celle-là ici, une pièce, c'est-à-dire. Donc, mon travail de cotation, ce que je vais faire, c'est que je vais faire venir toutes mes vues et puis sur chacune de mes vues, je vais devoir disposer mes mesures. Donc, les mesures, en fait, moi, c'est uniquement les mesures que j'ai sur la donnée de problème. Comme par exemple, ici, ce que je ferais, c'est que j'irais peut-être en ordre croissant. Je commencerai par la 13. Quand ma mesure de 13 est placée sur ma mise en plan, je la barre. Ensuite, je ferai la 22. Après, je pourrais peut-être faire les 16. Voyez-vous, j'y vais en ordre croissant. Je commence par les petites mesures, ça va toujours mieux. Pourquoi? Parce que je ne veux pas croiser des petites et des grandes. Donc, quand je commence par les petites, ils vont être plus proches de la pièce. Puis ensuite, je vais rajouter les plus grandes, comme ici, là, le 30 et le 54. Je commence par le 30, puis ensuite, je rajoute le 54. Si je commence par 54, puis après, je fais 30, mais là, je vais être obligé de tasser le 54 pour pouvoir rentrer le 30. Donc, c'est un travail un peu moins bien organisé. De toute façon, avec un peu de pratique, vous allez voir que ça va bien aller. Maintenant, sur quelle vue je vais placer mes mesures? C'est ça qui est un peu compliqué lorsqu'on fait le travail de cotation. Mais juste pour garder ça simple, puis que vous ayez un bon point de départ, sachez qu'on va toujours mettre nos mesures sur la vue où on voit le mieux le détail. OK? Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, sur ma vue de face, ici, je vois très bien l'encoche qui est ici. Donc, normalement, sur cette vue-là, je devrais mettre la mesure de 35 et je devrais avoir aussi la mesure de 13 qui vient me donner la hauteur de l'encoche ici. Autre chose, si vous avez un trou percé ou des trous percés, comme dans cette vue-là ici, je vois mon trou percé, eh bien, je le vois comme un cercle. Même chose pour lui. Lorsque je vois mes trous percés comme des cercles, c'est sur cette vue-là que je dois trouver la mesure du diamètre et la position des trous en XY. OK? Donc, ils ont bien fait le travail ici. Donc, les mesures qui définissent complètement les trous percés doivent être sur la vue où je les vois comme un cercle. Ensuite, d'autres exemples, les angles. Donc, ici, je vois bien ma pente de 15 degrés. Donc, c'est sur cette vue-là que je devrais voir mon angle. Je n'ai pas le choix, ça ne fonctionnera pas sur les autres vues non plus. Ici, j'ai une mesure d'un trou oblong, une rainure. Donc, cette rainure-là, c'est ici que je vois bien sa grandeur, sa longueur, sa position, etc. Donc, toutes les dimensions en rapport avec la rainure devraient être sur la vue où je la vois comme une rainure. OK? Et ainsi de suite. Je pourrais continuer là, puis vous donner plusieurs exemples, là, mais c'est toujours le même principe. Donc, par exemple, ici, j'ai des trous percés. Donc, c'est sur cette vue-là que je devrais voir les trous percés. Donc, je retourne à SolidWorks. Maintenant, supposons que j'ai fait le tour de ma pièce et j'ai réussi à toutes faire les mesures. Je les ai toutes bien placées sur toutes les bonnes vues. Et je me rends compte en bout de ligne que j'ai une vue qui n'a rien dessus. Par exemple, cette vue-là ici, si je me rends compte qu'elle ne représente pas vraiment aucun détail de façon intéressante, euh, ici, je verrais bien l'encoche, la rainure qui est là. Ici, je vois tout bien les trous percés. Je vois bien la rainure qui est ici. Finalement, celle-là, elle ne sert pas à rien. Elle fait juste prendre de la place sur mon dessin. Donc, si on arrive à quelque chose comme ça, on peut supprimer la vue tout simplement. Et ça va me donner la place pour faire autre chose sur mon dessin. Ça va me donner la place pour
peut-être rajouter des annotations, ou je peux même grossir mes vues, étant donné que là, j'ai plus d'espace, donc ça va me permettre de faire des dessins plus clairs, où les détails sont mieux représentés en plus gros. OK, dernière partie pour aujourd'hui, je vais vous parler du fond d'écran. On appelle ça le fond de plan. Et le fond de plan, finalement, c'est là où est inscrit les dimensions, pas les dimensions, les informations concernant le numéro du dessin, le nom du dessinateur, la date, etc. Donc, toutes ces informations-là qui sont importantes, il faudra les remplir pour chacun des dessins de mise en plan qu'on va faire. Donc, comment on va faire pour les modifier? Si je clique dessus, vous voyez, ça ne fait rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dans le fond de l'écran ici, n'importe où, bouton droit, et on va éditer le fond de plan. Alors là, vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé. Premièrement, j'ai un icône dans le coin ici qui vient indiquer que je suis en mode d'édition du fond de plan. C'est important d'avoir deux modes différents parce qu'on ne veut pas modifier le fond de plan sans faire exprès lorsqu'on fait notre travail de mise en plan. Donc, c'est vraiment une zone qui est importante, qu'il faut faire attention pour inscrire les bonnes informations. Donc, je vais aller modifier mon titre. Si je double-clique sur le texte, c'est important, à chaque fois que vous faites un dessin de détail, on devrait toujours commencer par détail de, supposons, figure 6 points, même pas, pour écrire, supposons, détail de base de réglage. Supposons, c'est le nom de la pièce, la base de réglage. Donc ça, c'est son titre. C'est le titre du dessin. Si je fais un dessin d'assemblage, ça va être assemblage de structure, blablabla, etc., le nom de la pièce. Deuxième chose qu'on va changer, c'est le nom du dessinateur. Ici, j'aimerais ça que vous m'écriviez votre nom au complet si ça rentre. Sinon, si vous avez un nom qui est un peu trop long, vous pouvez juste, oups, je vais aller un peu vite, vous pouvez juste écrire, je ne sais pas pourquoi la première lettre est souvent minuscule, là. Bon. Vous pouvez écrire juste une abréviation pour votre prénom, mais écrivez votre nom de famille au long. Pour ceux qui ont des très longs noms de famille, avec, supposons, un nom composé pour votre nom de famille, vous pouvez écrire une abréviation aussi, en autant que je suis capable de vous reconnaître. Ensuite, la date d'aujourd'hui qui ne se modifie pas automatiquement, donc il faut vraiment aller chercher la bonne, écrire la bonne date. Donc moi, là, je suis le 30 septembre. Et puis, comme ça. Puis, n'oubliez pas de modifier, là, le template a été écrit en 2019, donc là, on est en 2020. Et finalement, le numéro du dessin, si je double-clique ici, nous, supposons que c'est la figure 6.54. Et voilà. Donc, on aurait nos informations importantes. Il y aurait d'autres informations qu'on pourrait rajouter là-dessus, mais pour l'instant, c'est suffisant pour le travail qu'on a à faire. Donc, si je viendrais confirmer, c'est comme si je venais sauvegarder mon fond d'écran ici avec le bouton fond de plan. Et voilà. Donc, mon dessin serait terminé comme ça. Plus tard, on va peut-être rajouter des informations. Vous voyez qu'ici, j'ai comme du texte à côté. Comme c'est à côté de la feuille, ce texte-là ne sera pas écrit sur notre mise en plan. Donc, pour l'instant, juste ne pas en tenir compte. Si vous voulez avoir un aperçu de votre dessin, une fois imprimé, de quoi ça aura l'air, vous pouvez faire sur la petite imprimante ici, la flèche à côté, aperçu avant impression. Et là, je vais vraiment avoir un aperçu de mon dessin. Vous remarquez que si vous utilisez les bons réglages de génie mécanique, là, les bons templates de départ, les lignes du dessin vont être des lignes plus épaisses, puis les lignes des mesures vont être des petites lignes fines. Même chose pour les lignes d'axe, on va avoir des petites lignes fines pour les lignes d'axe. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on voit vraiment une bonne différence entre la pièce et les mesures, et ça va contribuer à garder votre dessin plus clair, plus facile à lire. Maintenant, nous, on n'a pas besoin d'imprimer. On va aller transférer ça directement en format PDF. Donc, pour ça, vous avez juste à aller sur Enregistrer. Donc, je peux commencer par enregistrer ma version en mode, je vais me placer sur le bon chose, OK. Donc, ici, je vais l'enregistrer en mode SolidWorks, premièrement. Pour être capable de rééditer ma pièce, c'est important de l'enregistrer. Et ensuite, je vais l'enregistrer sous
et je vais placer ça en mode PDF. Et voilà. Donc, l'enregistrement a été fait. Pour vérifier, j'aurais juste à aller sur Acrobat, dans Ouvrir, et je pourrais venir chercher dans le bon dossier, bien sûr, ma butée mobile. Donc, voici le résultat de mon dessin. Ce résultat-là, vous devrez faire un copier-coller et me l'envoyer sur la remise PBDAR 02, comme on fait habituellement pour les exercices. Et moi, je vais corriger directement la version PDF. Je vais être capable d'écrire directement sur le dessin et annoter des portions, des mesures, des choses comme ça qui seront à modifier. Je peux aussi rajouter du texte, etc. Puis, vous retournez la correction sur le partage. Donc, ça termine la théorie pour cette semaine. Donc, les exercices qu'on aura à faire, on va revenir aux exercices. Cette semaine, je vous avais donné, là, ils sont assez barbouillés, là, je m'en excuse. Donc, on avait 4 exercices que je vous avais dit qu'on pouvait commencer à travailler. Donc, on aura à faire cette semaine des mises en plan de la pièce 5, 6, 7 et 8. Donc, c'est 4 pièces qu'on doit dessiner premièrement en 3D, faire les modèles 3D. Pour les pièces qui sont circulaires, comme celle-là ici, je peux utiliser des fonctions de révolution. On a aussi des fonctions d'assistant de perçage qu'on voit ici. Même chose pour celle-là ici, l'assistant de perçage va vous servir pour percer les trous, celle-là aussi. Donc, c'est le fun, on a différentes fonctions à essayer sur ces pièces-là. Et puis, quand les modèles 3D seront faits, vous pourrez envoyer là, ces différentes pièces-là en mode de mise en plan et rajouter la cotation sur les pièces. Faites attention parce qu'on ne va pas recopier directement ce qu'eux nous présentent dans les données de problème. Il faudra rajouter des vues. C'est ça qu'ils nous disent ici. Donc, ajouter la vue de dessus, ajouter la vue de dessus. Donc, sur nos mises en plan, il faut rajouter ces vues-là. Ça va être important. Donc, je vais vous laisser travailler sur ces pièces-là. Puis, à la démonstration cette semaine, si vous avez des questions, on pourra répondre aux différentes questions et faire des petites démonstrations avec ça. Donc, je vous remercie beaucoup. C'était la théorie pour cette semaine.